Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain. Un podcast né de l'envie de valoriser des initiatives pour construire une entreprise plus vertueuse, attentive à son impact social. Chaque semaine, vous découvrirez alternativement des interviews de leaders engagés et des clés d'action pour vous engager à votre tour. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'interviewer Xavier Mufradji. Xavier est président et CEO du Club Med Europe, Afrique et Moyen-Orient et va bientôt devenir CEO de Young President Organization. Nous y reviendrons. J'ai souhaité interviewer Xavier car en tant que dirigeant, il a une vraie conscience de l'impact qu'il a sur ses équipes et son environnement. Il y travaillait déjà en tant que dirigeant du Club Med, cherchant sans cesse à s'améliorer et à permettre à ses équipes de donner le meilleur d'elles-mêmes, à attirer les meilleurs talents également. Il va y œuvrer plus largement encore en prenant la tête de YPO. Parce que pour lui, dans le développement durable, il y a l'environnement, l'énergie, mais le point numéro 1, l'attention portée aux équipes. Cette interview a été faite avant le nouveau confinement, mais vous verrez qu'elle résonne tout autant aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter. Bonjour Xavier. Bonjour. Donc, merci d'avoir accepté de me rencontrer. Xavier, vous êtes entre deux missions, vous allez nous l'expliquer. On devait échanger en mars dernier, mais pour les raisons qu'on connaît, ça a été reporté. Et puis entre-temps, vous partez sur une nouvelle mission qui fait sans doute beaucoup sens par rapport à votre chemin. Mais je vais vous laisser donc vous présenter et nous l'expliquer. Bon, donc Xavier Mufradji, je suis aujourd'hui le PDG du Club Med pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Un Club Med où j'ai fait une grosse partie de ma carrière, puisque ça fait 15 ans. Et en fait, je vais prendre la direction en décembre d'une organisation qui s'appelle YPO, YPO en français, Young President Organization, une organisation anglo-saxonne assez unique qui a été créée en 1950. Et qui est vraiment dans un virage extrêmement fort de développement dans le monde entier. Alors en quelques mots, YPO, je vais commencer par l'histoire. C'est une organisation qui a été créée en 1950. Donc en même temps que M. Trigano créait le Club Med, on avait un jeune patron de 31 ans qui créait cette organisation. Et en fait, à l'époque, il devenait le patron d'une entreprise de 300 employés dans l'Illinois, aux États-Unis. Et il se rendait compte que de devenir dirigeant, c'était que le début. On n'est pas dirigeant, on le devient. Et il sentait le besoin de se développer sur sa fonction. Il se rendait compte qu'à 31 ans, il avait sans doute un niveau d'expertise pour prendre le poste, mais il lui manquait beaucoup de choses qu'il n'avait pas pu faire en termes d'expérience. Et comme un peu un sportif de haut niveau, il sentait que les personnes qui pouvaient l'aider, le challenger, le coacher, même si on ne parlait pas de coacher à l'époque, seraient des dirigeants qui auraient eu cette expérience il y a quelques années, qui seraient en train de la vivre, mais sans doute dans des secteurs complètement différents. Et puis s'ils pouvaient partager chacun leur challenge, ça leur permettrait de se développer. C'est comme si vous aviez un jeune footballeur qui avait son premier contrat professionnel. Il disait il serait coaché par Lewis Hamilton, champion du monde de Formule 1, un Tiger Woods, un Guy Forget, Yannick Noah, donc des gens de qui ont le même envie de se dépasser et d'être toujours numéro 1 de leur sport et qui savent que c'est un travail de tous les jours, mais de secteurs un peu différents pour se permettre de s'ouvrir. C'est un peu la genèse, j'ai envie de dire, de cette organisation. Et aujourd'hui, c'est 30 000 CEO dans le monde. Beaucoup encore dans les pays anglo-saxons, mais une forte progression aujourd'hui dans des pays comme la France, l'Italie, l'Espagne, donc des pays latins. Et quand vous dites CEO, c'est quel profil ? Alors aujourd'hui, notamment aux États-Unis, c'est 40% de patrons d'entreprises familiales, 40% de petites et moyennes entreprises, et moi, ce qui était mon cas, lorsque j'ai rejoint d'abord en tant que membre de l'organisation, 20% d'exécutives de grosses boîtes dans le monde, ou des patrons de grosses boîtes dans le monde. C'est beaucoup plus représentatif justement de l'ensemble des régions, que ce soit aux États-Unis ou même dans le cas de la France. Il y a une forte présence aussi en province. D'accord. Et qu'est-ce qui... Alors d'abord, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de rejoindre cette organisation ? En quoi ça
ça suit, en quoi ça vous permet d'avancer dans votre parcours? Alors c'est une organisation, moi j'ai rejoint il y a 4 ans en tant que membre, parce que j'étais PDG du Club Med dans la zone nord-américaine et Caraïbes. Et après 8 ans, j'ai eu mon poste à 31 ans, qui était assez exceptionnel. On réussit d'abord à tenir son job, on arrive à ce que les résultats commencent à progresser et on se rend compte que en fait, le plaisir de notre métier, c'est l'impact aussi qu'on a dans notre organisation, nos employés, et que lorsque l'entreprise se développe, elle a aussi un impact positif dans l'écosystème dans lequel on travaille. Et donc ça, c'était un peu mon chemin personnel. Et puis l'organisation qui nous pousse vraiment justement à développer, quel est your purpose in life? Quel est votre objectif dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Je me rendais compte que ce qui me plaisait avant tout, c'est de me dire que si j'impacte un groupe de personnes, je pouvais en impacter encore beaucoup plus derrière. Et donc, à un moment où je me posais des questions sur peut-être un virage de carrière, après 15 ans au club, je me disais, Xavier, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, peut-être des réseaux d'écoles privées, des universités qui aujourd'hui se développent aussi sur le loisir et qui vont chercher les gens du tourisme. Et on m'a dit, mais tu sais, Xavier, le YPO cherche un nouveau CEO. Et il y a eu un grand silence. Puisqu'effectivement, en discutant, ça semblait comme une évidence, puisque en impactant nos 30 000 CEO, on parle de 10 millions d'employés. Donc c'est ça, mon chemin personnel était là. C'est aligner une envie personnelle avec un challenge d'entreprise qui vous ressemble. Et justement, c'est intéressant parce que vous prenez quand même le rôle la tête de cette organisation à un moment charnière dans le monde. Et sur ce podcast, on s'intéresse particulièrement en fait au rôle de l'entreprise, à son impact social justement, et au rôle qu'elle a dans l'évolution qu'on doit avoir. Donc, comment est-ce que vous voyez l'organisation jouer? Enfin, quel rôle vous voulez que l'organisation joue et comment vous la voyez jouer? Alors l'organisation, c'est d'abord ses membres, c'est-à-dire que c'est eux les membres qui décident un peu des priorités qu'ils veulent avoir, et on essaie aussi d'avoir un esprit global et après de l'adapter aux coutumes, aux approches locales. Ça, c'est extrêmement important, sinon ça fonctionne pas. Mais clairement, dans l'ensemble des membres que vous allez avoir, vous avez des gens qui ont pris leur fonction de patron et dirigeant avant leur 40e année. Qui a intégré l'organisation avant leur 44e année. Et derrière le fait qu'ils soient dirigeants, c'est des gens qui sont extrêmement tournés sur l'envie de se dépasser personnellement, être prêts à se faire challenger par leurs pairs, continuer à se développer en formation continue avec des universités ou des programmes que l'organisation développe. Et aussi cette envie de faire avancer, que leur impact dans leur entreprise a un impact sur le monde. Donc déjà de départ, l'ensemble des membres sont sur cette réalité qui est extrêmement forte chez les nouvelles générations. Et donc même des gens qui sont dans l'organisation depuis 15-20 ans, parce qu'on parle de 1950, veulent garder cet esprit-là. Et c'est ça que je trouve remarquable, c'est qu'elle permet en fait à des patrons qui ont peut-être eux plus de 50 ans ou 55 ans de se remettre en question sur leurs approches managériales pour l'adapter au management tel qu'on en a besoin aujourd'hui. Puisqu'on sait que demain, pour faire du business, on a envie de faire du business avec des gens qui ont des valeurs éthiques extrêmement fortes, qui est la clé de l'organisation. Et la deuxième clé de l'organisation, c'est des patrons qui sont focalisés sur le bien-être de leurs employés. Et donc ça veut dire que demain, pour recruter les meilleurs, les gens chercheront des patrons et des dirigeants qui sont dans cette approche. Donc il y a une organisation qui s'adapte aux attentes du business et les attentes des employés. Et ça, je trouve que c'est fondamental. Et en même temps, effectivement, en termes d'approche managériale, ce sont des attentes extrêmement fortes et qui vont continuer de se développer. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'aujourd'hui, les gens font plus confiance en leur patron qu'aux médias, qu'aux hommes politiques, qu'aux autorités. C'est très juste. Et ça, c'est maintenant depuis 3-4 ans, je crois que c'est une étude Edelman, dans le monde entier. Et donc, ça donne le niveau de responsabilité aujourd'hui qu'on donne aux patrons. Une grosse pression sur l'entreprise. Mais alors, j'ai une première question. Vous avez parlé de 40-44 ans. On ne peut plus rentrer après 44 ans? Aujourd'hui, à part quelques exceptions, mais en fait, on cherche à avoir des gens... au départ, c'était l'idée de départ. Oui, bien sûr, ça s'appelle Young. Des gens qui étaient vraiment en train de prendre des fonctions importantes
et en train de se challenger personnellement par rapport à la difficulté de prendre ce poste. Donc ça a été vraiment un pari de l'organisation. Ouais. Et compte tenu de son développement actuel, on ne serait pas capable de toute façon d'intégrer beaucoup plus de monde. Beaucoup plus de monde, oui, de toute façon. Et donc c'est intéressant de voir ce cheminement, puisqu'en fait, lorsqu'on rentre dans l'organisation, très vite, on vous regroupe un nombre de 7 ou 8 dirigeants. Alors que soit vous le faites dans votre ville ou dans votre pays, soit vous cherchez à avoir 7 ou 8 personnes qui sont plutôt internationaux. Ça, c'est le choix. Et du coup, c'est un groupe de personnes qui vont vous accompagner 4, 5, 6, 7, 8 ans, selon ce qu'on appelle un forum. Et dedans, vous allez parler business, mais vous allez aussi parler de l'impact du business dans votre vie de famille. Et vous allez aussi parler du business par rapport à votre développement personnel, qu'il soit sportif et autres. Et donc, pour avoir un niveau fort d'interaction et avoir des problématiques qui sont assez proches, on cherche aussi à avoir des gens qui sont dans les mêmes groupes d'âge. Oui, je comprends. Oui. Et ça, et du coup, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Oui, effectivement. Et du coup, alors, vous avez parlé de différences culturelles. Justement, c'est une question que j'ai. Est-ce que vous pensez, on parle beaucoup d'économie qui se globalise, est-ce que globalement, les attentes par rapport à l'entreprise, le leadership, etc., est-ce que c'est des choses qui se globalisent ou est-ce que vous voyez encore, au filtre d'IPO, des vraies différences? Alors, il y a des différences selon les pays. Elles sont de moins en moins fortes. Et je pense qu'il y a un élément qui va faire basculer tout le monde vers un modèle, je trouve, moi, ce que j'appelle plus anglo-saxon. Les actionnaires, les employés. Aujourd'hui, les actionnaires ont compris que le résultat au quarter, c'est pas suffisant pour l'entreprise. On voit maintenant, on a des ratios d'éco-responsabilité, de développement durable. Dans le développement durable, on parle beaucoup d'écologie, d'énergie, mais le point numéro 1, c'est l'employé. Exactement. Et aujourd'hui, en étant au Club Med et avec 40%, je crois, de nos employés qui doivent être dans 25 ans ou moins de 30 ans, c'est un critère numéro 1 pour attirer les meilleurs. Aujourd'hui, si vous avez une approche qui n'est pas positive, qui ne donne pas de plan de carrière, qui ne s'ouvre pas à l'extérieur, qui n'a pas un management coach dans votre approche, vous ne recruterez pas et vous ne garderez pas les meilleurs. Donc, il y a des dirigeants qui sont engagés dans cet esprit aujourd'hui plus anglo-saxon de l'approche managériale, mais je pense qu'il y aura une réalité business et des équipes qui va faire bouger l'ensemble des modèles dans cette direction. Alors justement, vous allez nous parler de cette approche plus anglo-saxonne. L'organisation dit « The world needs better leaders ». Ça veut dire quoi? C'est quoi le rôle du leader? C'est quoi les meilleurs leaders demain? Alors, et puis moi, je rajouterais même, je ne suis pas encore à la tête de l'organisation, le monde a besoin de meilleurs dirigeants et ça commence par nous. Je pense qu'on rajoutera ça. C'est qu'effectivement, le point de départ, c'est qu'aujourd'hui, les attentes des chefs d'entreprise, moi, ça me rappelle... Mon grand-père a monté une entreprise dans les années 60, même ça me rappelle les années Michelin, toutes ces... Et donc, moi, ça m'avait marqué quand mon grand-père est décédé. Il avait été résistant, donc il y avait des militaires autour du cercueil pour le veiller. C'était en Corse, en plus, c'était assez émouvant. Et j'avais aussi deux grandes dames très élégantes, à peu près de mon âge. Puis je regardais, puis je dis, ça me rappelle quelque chose. Et en fait, je me rappelle que c'était les 2 filles de son premier ouvrier, on parlait du BTP, avec qui je jouais dans la scierie et dans les hangars quand on avait 7-8 ans. Et elle pleurait quelqu'un qui, par rapport à ses employés, on était dans le BTP, construisait avec les employés leur maison en Corse. Et pour les enfants, s'assurait que les enfants pourraient aller jusqu'à l'université. Et ces 2 grandes dames étaient devenues une avocate et une professeure, je crois, d'université. Et ça m'a beaucoup marqué. Ouais, je comprends. Et je pense que le management d'aujourd'hui, il n'est pas très loin du management d'il y a quelques années, où justement les entrepreneurs voulaient créer leur écosystème à taille humaine, où le dirigeant connaissait l'ensemble de ses employés, et du coup cherchait à l'impacter positivement. Et je pense que la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, on peut peut-être réussir à le faire, même dans des organisations plus grandes, qu'on dit souvent au-delà de 100 employés. C'est difficile d'avoir un impact direct sur nos équipes. Donc souvent, on fait un 2e bureau parce qu'on dépasse la centaine. Mais avec les outils digitaux aujourd'hui,
on voit nos outils pour parler en direct avec nos employés. On peut, je pense, avoir cette approche comme hier qui était favorable pour le bon équilibre de l'écosystème entreprise, employés, actionnaires, et aussi le faire sur la plus grande échelle. D'accord. Donc, le leader demain, c'est quelqu'un qui va être au service de ses employés, leur permettre de grandir. Enfin, comment est-ce que vous le... Alors, j'ai envie de dire, les dirigeants d'aujourd'hui, hein. Oui. Surtout là, dès qu'on a des phénomènes de crise, en fait, ça accélère les tendances. Donc, le premier critère, je pense, qu'on cherche à travers son dirigeant, c'est son authenticité. Et authenticité, c'est je suis de la même manière au bureau que je suis à la maison. Pour être authentique, il faut avoir une bonne confiance en soi. Vous rencontrerez que les gens qui sont vraiment authentiques, authentiquement authentiques, sont des gens et des dirigeants qui ont fait beaucoup de travail sur eux-mêmes, qui savent où ils vont dans l'entreprise, mais aussi en tant que personne, qui aiment les gens et qui vont du coup connecter facilement avec leurs équipes, mais aussi avec les entreprises à l'extérieur, avec leurs partenaires sociaux. Ils vont être en pleine prise, par exemple, directe avec les partenaires sociaux plutôt que de le donner au service ressources humaines. On va en parler en plein centre de la communication interne, plutôt que de dire je vais donner ça à un autre service. Donc authenticité qui vient d'une confiance en soi, un travail sur soi-même et l'envie d'aller vers les autres et de rester au contact du terrain. Ça, c'était la clé des dirigeants d'hier. Ça s'est perdu un peu en route et je pense que ça revient comme élément fondamental. Et nous, ce qu'on pense dans l'organisation YPO, ce sont des gens qui sont comme des joueurs de tennis qui arrivent à la première place. Ils savent que le plus dur, c'est de rester. Et c'est pas de rester parce que on va faire que son bureau est de plus en plus confortable et qu'on va rajouter des signes de dirigeants avec la plaque à l'entrée au parking, la petite clé pour aller au 6e étage, bien planquée. Mais non, rester au haut niveau pour un sportif, c'est des gens qui savent que, comme le iPhone, s'ils ne s'upgradent pas tous les ans, s'ils ne se reposent pas des questions, ils deviennent obsolètes. Donc c'est ça le dirigeant d'aujourd'hui, une authenticité, une envie d'aller vers les autres, l'envie de se dépasser tous les jours comme un sportif. Et de plus en plus, souvent les stratégies d'entreprise, on ne va pas dire que c'est facile à avoir, mais on n'impressionne plus avec la capacité à avoir une stratégie. On dit toujours pour les dirigeants que la seule stratégie que vos clients voient, c'est votre exécution. Et donc, je pense que tous les patrons, moi maintenant que je rencontre, se rendent compte que bon, la stratégie, elle est fixée, mais en fait, dans nos grandes organisations, la difficulté, c'est de faire avancer les choses. Et on se rend compte que pour faire avancer les choses, les problèmes ne sont pas en externe, sont souvent en interne. Et ça revient sur les éléments. On n'arrive pas à avancer les choses si vos organisations sont trop lourdes, si vous perdez le contact du terrain, si vos équipes ne savent pas où vous allez. Donc ça ressente le sujet de rester authentique avec son approche, donner des directions, des guidelines plutôt que des descriptifs de postes et de piloter avec vous des patrons engagés, des équipes engagées. Et si on revient à YPO, vous disiez là, quand on discutait en amont de l'interview, que c'était justement une organisation, vous l'avez expliqué, hein, avec des profils quand même assez mixtes, assez faciles d'accès. Vous disiez qu'il n'y a pas de côté élitiste, donc qu'il y avait d'ailleurs en France une représentation importante d'entreprises familiales et pas forcément parisiennes. C'est la force c'est pas forcément une volonté au départ, mais on se rend compte que les profils qu'on recherche, c'est des gens qui ont justement cette ouverture d'esprit, qui ont un besoin aussi de se faire challenger. Certains ont été patrons d'entreprise sans avoir fait les filières classiques qu'on connaît françaises, hein, l'école moi j'en suis le pur produit, hein, école publique, prépa, école de commerce. Mais des gens qui se sont construits sur place, soit en ayant inventé leur propre business, soit en essayant de développer des business familiaux. Donc ce sont des gens extrêmement humbles. Ce sont des gens qui sont énormément en écoute. Et en partie, hein, puisqu'après, donc il y a une plus grande, représentativité de la vérité, en fait. Hein. Et moi, c'est ça que je trouve ça intéressant. Et je parle de la France, mais je parle dans plein de pays. Lorsqu'on parle aujourd'hui des phénomènes quand il y a eu au Brexit en Angleterre ou tous les phénomènes qu'on voit à travers le monde, il y a quand même le retour des populations de se dire le monde ne se décide pas à Londres, la City c'est pas l'Angleterre, Paris ce n'est pas la France, et on voit ça dans l'ensemble dans le monde.
Ou même si je prends l'exemple des raisons pour lesquelles Madame Clinton avait raté son élection, c'est qu'elle s'est focalisée sur la côte Est, la côte Ouest, et elle a perdu l'élection dans les Grands Lacs, qui était pourtant le terreau des démocrates. Et ces gens-là lui ont dit, mais Los Angeles et New York, c'est pas le Michigan. Donc c'est ce que je trouve intéressant, ce sont des entreprises qui sont vraiment représentatives de la réalité de l'économie de nos pays. Et ça leur donne aussi une voix, et de se rendre compte que eux aussi, même à Lyon, si je suis dans la tech, si je suis dans les labos, parce qu'il y a pas mal de labos à Lyon, ça m'intéresse de discuter avec des labos qui sont en Caroline du Sud, des labos qui sont en Chine, des labos qui sont en Allemagne. Et j'ai pas forcément d'être basé à Paris pour rencontrer ces gens-là. Et du coup, c'est quand même intéressant aussi, une organisation américaine qui met un Français à sa tête. Alors, vous avez quand même travaillé longuement aux États-Unis. Vous avez une femme anglaise, donc vous avez franco-américain. Voilà, vous êtes franco-américain, donc il y a quand même beaucoup. Mais est-ce que ça traduit aussi quelque chose de spécifique par rapport à l'organisation ? Ça a vraiment été ce que j'ai compris dans le process, qu'on était beaucoup de personnes dans le process. L'organisation souhaitait le plus possible avoir un profil international. Donc quand même, ayant une bonne expérience anglo-saxonne pour comprendre l'organisation, le pays, puis l'endroit où ça sera basé, parce que je serai basé, c'est un grand mot, puisque je vais bouger pas mal, à Dallas, mais aussi une culture étrangère. Et c'est une organisation qui, comme elle cherche à pouvoir donner une vision globale à ses membres, comme je disais, se rendait compte qu'il y avait énormément de demandes dans des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Afrique, où j'ai aussi habité, et que du coup, pour pouvoir rentrer dans ces pays-là, il fallait avoir une capacité à comprendre chacune de ces cultures, et se rendant compte que souvent des profils 100% anglo-saxons, américains ou britanniques, avaient une difficulté à comprendre la réalité de chacun de ces pays. Alors, Xavier, c'était un peu tôt pour vous poser cette question, mais vous devez quand même avoir une idée en prenant ce poste. Ça ressemblerait à quoi ? Alors, je veux dire, la réussite, c'est pas pour une question d'ambition personnelle, mais vous avez envie d'emmener où YPO dans les années qui viennent, et vous avez envie que YPO ait quel impact sur le monde et sur les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui ? Alors c'est un peu tôt effectivement, mais on a, de ce que je vois, des envies de l'organisation et même moi de ce que je vois en termes de potentiel, je pense qu'aujourd'hui on est une organisation qui est en train de devenir une plateforme. Quand je dis organisation à plateforme, c'est-à-dire que c'était souvent des présences par chapitre, donc par ville ou par petit pays, et qui a une envie aujourd'hui d'aller plus vers une notion de plateforme où j'ai 35 ans, je suis en train de monter ma boîte, ça m'intéresse d'avoir l'avis de gens qui sont à Paris, Lyon ou à Bruxelles, mais ça m'intéresserait quand même d'avoir l'avis de quelqu'un qui est dans la Silicon Valley ou qui est à Shanghai. Donc c'est ce qu'on est déjà en train d'amener, la plateforme, et même je parlerai après d'écosystème. En termes d'organisation, c'est qu'en fait, selon les besoins, les attentes, chaque besoin de membre peut être complètement différent par rapport au type d'entreprise, par rapport à son âge, par rapport à sa situation familiale. Et donc, c'est là où l'organisation va vraiment se caler par rapport aux membres. On sait les membres qu'on a, on sait ce qu'ils recherchent, et on leur donne une multitude, une infinité de possibilités d'interaction qu'ils peuvent avoir avec d'autres membres ou des projets, des programmes qu'on met en place pour leur permettre de se développer personnellement en tant que patron d'entreprise et en tant que personne, en tant que père ou mère, et voilà, et derrière d'avoir un impact positif. Ça, c'est le premier choix, c'est de passer d'organisation plateforme aujourd'hui, demain un écosystème. La deuxième chose, un peu liée, c'est de continuer notre transformation digitale avec des modes hybrides entre le physique et le virtuel. Le troisième, c'est qu'il y a quand même un choix aujourd'hui d'être plus visible à l'extérieur, qui est plutôt aujourd'hui une organisation plutôt intime, puisque les gens partagent des choses entre eux. Je ne cherche pas forcément à dire qu'ils faisaient partie de l'organisation, mais on se rend compte aujourd'hui que demain, les gens même qui ne feront pas partie de l'organisation YPO, lorsqu'on veut faire du business avec les gens, on va avoir le sentiment qu'on peut avoir confiance avec la personne qu'on peut avoir. Et on sait que tous les membres YPO, par rapport à leur approche, leur niveau d'éthique, sont des gens, on peut faire du business dans la durée. Donc ça, c'est important. Et de l'autre côté, je pense que pour les employés de demain,
lorsqu'ils iront sur les différents sites pour savoir quels sont les meilleurs employeurs, savoir que le dirigeant fait partie de l'organisation, ça donnera aussi énormément de certification, ou en tout cas un signe du mode managérial qui est fait dans l'entreprise. Donc, et après, il y a les domaines dont vous parlez qui sont les éléments de société. Il y a sans doute des grands thèmes sur lesquels on va vouloir répondre. Je pense que les sujets aujourd'hui tels la diversité dans toutes ses significations va être un point où, comme toute direction qui regroupe des dirigeants d'entreprise, on va devoir répondre présent. Et aujourd'hui, on manque même de chiffres pour pouvoir savoir où on en est aujourd'hui. Oui, ça me paraît important parce que je pense que on voit que c'est compliqué. Je veux dire, ça nécessite pour certaines entreprises de pivoter, de faire un peu pivoter leur business model. Et tout seul, c'est une sacrée gageure. Donc je pense que c'est des réseaux intéressants sur lesquels s'appuyer. Et je pense que souvent, les sujets de diversité, c'est que les patrons ont du mal à y consacrer suffisamment de temps par rapport aux urgences de business, ne savent pas comment commencer le sujet et du coup ont tendance à déléguer ce sujet-là alors qu'il est au cœur de leur rôle de patron. Les patrons sont souvent bons pour traiter l'urgence du moment ou le sujet stratégique où il faut avoir un acte maintenant. C'est plus difficile pour nous de dédier du temps sur des sujets qui sont stratégiques, mais pas exactement tout de suite, où il faut y consacrer suffisamment de temps tous les jours. Et ce qui est intéressant par rapport à l'organisation, c'est que par son mode de travail et le challenge fait par ses collègues, d'abord on va trouver des gens dans l'organisation qui ont réussi ce changement, et ils vont pouvoir communiquer comment ils y sont arrivés, et ils vont pouvoir surtout se communiquer quel a été l'impact de ce changement de stratégie. Et dans l'exemple, moi, je fais partie du Club Med où, franchement, la diversité, c'est au cœur de nos valeurs depuis 1950. J'ai beaucoup partagé avec mes collègues, notamment nord-américains, pour leur montrer la force de la diversité. Et montrer que la diversité, c'est pas juste mettre des gens dans une équipe qui sont un peu différents. Il faut surtout leur dire que s'ils sont dans l'équipe, il faut on doit célébrer leur diversité. Ils doivent lever la main lorsqu'ils ont un avis qui est différent du reste de l'équipe. Et plutôt que d'avoir un tout petit point commun, non, la force d'une équipe, c'est on utilise la diversité de chacun, puisqu'en fait, après, on se rend compte que chacun a sa propre diversité. Et donc d'avoir partagé avec eux, et eux, parce qu'on avait cette possibilité-là, moi, de les faire venir dans nos villages au Club Med et leur montrer, regardez la vérité de la diversité. Je montrais les équipes, les nationalités, les âges, les sexes, les sex orientation. Et ils étaient dans la salle et ils voyaient les réunions qu'on avait, ils voyaient comment on faisait appel à chacun, et de le voir en pleine face, ce que peut être une réunion lorsqu'on a une équipe diverse et des équipes qu'eux avaient tendance à voir dans leurs entreprises, ça leur a démontré à quel point c'était peut-être très difficile à lancer, mais qu'en fait le retour est assez rapide et positif. Donc de beaux projets à venir alors. Exactement. Je vous souhaite beaucoup de réussite pour vous, pour YPO, et puis pour nous tous, parce que ça a un impact sur tout le monde. Merci Xavier. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Passionnant, non ? Et là, vous vous demandez peut-être comment mettre en pratique ce que Xavier nous propose ici. Quelles sont les clés ? Eh bien, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, dans le prochain épisode de Pourquoi pas vous. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore, Cyril Carillon, et au micro, Delphine Zanelli.